La question suivante nous vient de Steven. Le processus d'embauche que vous avez mis au point me semble pertinent. J'aimerais donc en apprendre plus concernant les détails du recrutement. Tout d'abord, quels ont été les filtres qui se sont avérés être les plus efficaces pour écarter un grand nombre de personnes non qualifiées? Ensuite, pourrait-on savoir à quoi ressemblent les projets tests qui ont été donnés aux candidats et combien de temps ont-ils eu pour les rendre? Et pour finir, pourrait-on avoir un listing complet et mis à jour des différentes étapes, des questions et des filtres que vous mettriez en place si d'aventure vous deviez réitérer l'expérience? Un article ou un email détaillé serait par exemple grandement apprécié. Quand j'ai commencé à faire ces FAQ, mon monteur son, qui s'appelle Gilles et que je salue d'ailleurs, m'avait dit que certaines questions avaient l'air fausses. Elles avaient l'air d'avoir été préparées, d'avoir été écrites par nos soins. Et celle-ci, c'est un peu le cas typique de ça, parce qu'en fait, je vous ai passé un extrait de 37 secondes, qui est l'ensemble du fichier en fait, que m'a envoyé Steven. Donc, il a été extrêmement concis, extrêmement direct. Il a maximisé vraiment ses chances de passer dans l'émission. Donc, bravo Steven. Et non, pour ceux qui se posent la question, même si ça a l'air très très bien planifié, ce n'est pas nous qui lui avons soufflé cette question. Donc, il y avait 3 questions dans le fichier envoyé par Steven. Le premier, c'était quels étaient les filtres les plus efficaces. Donc, je dirais que le plus important dans un projet de ce type, notamment si tu touches un grand nombre de personnes et tu as une audience qui est assez large, comme c'est le cas de Marketing Mania, c'est que tu veux éliminer les touristes qui ne lisent pas les instructions. Et pour ça, je conseille d'avoir une consigne qui est plus ou moins arbitraire, mais qui demande d'avoir lu en détail l'offre d'emploi. Nous, ce qu'on avait mis, c'était envoyer à telle adresse email l'URL de la seule vidéo de Marketing Mania où Tony Robbins apparaît dans la miniature. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent à cette question. Donc, ils envoient directement leur CV à l'adresse email qu'on leur a donnée, donc ils n'ont même pas lu les instructions. Ils envoient la mauvaise vidéo, donc ils n'ont même pas fait l'effort de savoir à quoi ressemble Tony Robbins. Ou alors ils vont nous dire il n'y a pas de vidéo avec Tony Robbins sur la chaîne. Donc il ne faut même pas l'effort de vraiment chercher la vidéo. Il n'y a pas tant de vidéos que ça sur la chaîne Marketing Mania. Il y a moins de 100 vidéos. Donc survoler les miniatures de 100 vidéos pour trouver le visage d'un mec, sachant que la plupart des vidéos, de toute manière, il n'y a que moi dans la miniature, c'est pas si compliqué que ça. Donc tu vois qu'il y a des gens qui vont vraiment faire aucun effort de lecture et de compréhension, et au final, tu élimines, à mon avis, plus de la moitié des gens rien qu'avec ce filtre-là. Nous, on élimine plus de la moitié des gens qui envoient un email avec ce filtre parce qu'ils envoient soit les mauvais documents, soit la mauvaise vidéo, soit ils n'ont pas trouvé la vidéo. Sans compter tous les gens qui n'envoient même pas l'email parce qu'ils ont la flemme d'essayer de trouver Tony Robbins. Donc, ça ne nous demande aucun temps parce que, bien sûr, voir si les gens ont envoyé la bonne URL, ça peut se faire automatiquement. Nous, on avait mis en place un processus automatique avec une application qui s'appelle Zapier pour filtrer ces emails. Et donc, en fait, on n'avait perdu aucun temps pour filtrer les touristes qui ne lisent pas les instructions. Donc, ça, c'est le filtre le plus efficace. Ensuite, tu as demandé quels étaient les projets tests et combien de temps est-ce que les gens avaient pour les réaliser. La philosophie d'un projet test, c'est que le projet test doit être le plus proche possible des projets que la personne va faire dans son job. Donc, c'est globalement l'idée que tu veux juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils te disent. Donc, on avait, dans l'occurrence, 2 postes pour lesquels on recrutait. Il y en avait un qui s'appelait assistant éditorial, et c'est quelqu'un qui va travailler sur le contenu, sur les vidéos YouTube, sur le podcast, ce genre de choses. Cette personne avait un projet de recherche pour une vidéo YouTube que j'ai fini par faire, qui était la vidéo YouTube sur PewDiePie. Donc, c'était un projet qui m'intéressait parce que c'était une vidéo que j'avais envie de faire, donc j'allais être à même de juger si les informations qu'on me donnait étaient pertinentes ou non par rapport au projet de vidéo que j'avais. Et c'était aussi un projet qui était relativement épineux, parce que quand tu vas faire des recherches sur quelqu'un comme PewDiePie, c'est physiquement impossible d'aller voir toutes ses vidéos, ou d'aller voir toutes les vidéos qui parlent de lui. Donc il y a énormément de recherche à faire, et tu ne peux pas juste être un bon petit élève et compiler un bon petit rapport de recherche. Il y a beaucoup de décisions à prendre en termes de ce qui est important, ce qui n'est pas important, en termes de où passer ton temps de recherche et où ne pas passer ton temps de recherche. Et ça demande beaucoup de jugement en termes de contenu, de ce qui est intéressant à mettre ou non dans la vidéo. Et donc, c'était le projet de test de recherche. Donc, j'avais demandé à la personne de m'envoyer un document Google Doc, qui est le format que j'utilise généralement pour les documents de recherche, avec tous les liens et avec toutes les références. Et ensuite, j'allais juger quel document allait être le plus efficace pour écrire la vidéo. Et c'est un projet de test qui a été extrêmement fructueux dans cette situation. Le deuxième poste était un assistant opérationnel, donc qui allait
gérer beaucoup plus de tâches au niveau du support client et aussi au niveau des éléments techniques du business, d'intégration de tel ou tel outil, de mettre en place les choses. Donc ici, on avait demandé un projet qui combinait plein d'outils, qui combinait un outil de capture d'email, un outil d'envoi d'email, un outil comme Zapier pour filtrer les réponses. Donc, une tâche où on savait que la personne n'aurait pas de connaissance de tous les outils en question. Donc, c'était une tâche essentiellement sur la surface de technique, mais surtout, c'était une tâche qui allait voir si tu étais capable de réfléchir de manière critique à un projet, de transformer des instructions en des éléments techniques, de chercher des informations sur un outil pour comprendre comment utiliser cet outil et comment accomplir ce que tu veux faire, sachant que aucune des personnes qui passaient le projet test n'avait la connaissance de l'ensemble des outils. Beaucoup des outils qu'on proposait étaient trop spécifiques pour que les gens aient une expérience directe avec ces outils-là en particulier. Et finalement, on pouvait déterminer quel était le jugement en termes de marketing et en termes de communication sur l'écriture, sur l'expression de la personne. Ces 2 projets tests ont été efficaces pour juger la qualité des candidats. Je pense que le projet test éditorial a été beaucoup plus déterminant que le projet test opérationnel parce que beaucoup de gens avaient fait un très bon job sur le projet test opérationnel, donc c'était un peu plus difficile de juger. Mais par contre, le deuxième avantage de ce projet test, c'est que tu as maintenant une très bonne base de discussion pour les entretiens avec tes candidats. Donc, tu peux vraiment poser des questions sur le processus de réflexion qu'ils ont suivi pour atteindre un certain résultat par rapport à leur projet test. Donc, ça devient une conversation qui est très concrète. Et plutôt que de demander aux gens des questions à la con du type quelles sont tes 3 meilleures qualités ou quels sont tes 3 plus grands défauts ou voilà, raconte-moi que ferais-tu si tu étais en conflit avec un collègue, où les gens vont dire ce que vous avez envie d'entendre. Et au final, vous sélectionnez pour des employés qui sont très forts en entretien et pas forcément des employés qui sont très forts à la tâche que vous voulez. Ici, vous avez commencé par voir le projet test avant même de faire l'entretien. Donc, il y a bien sûr un biais qui est, on est totalement biaisé par la première chose qu'on voit sur une personne. Et si la première chose que je vois sur la personne, c'est vraiment le projet test. Donc, je suis d'abord biaisé par son travail avant d'être biaisé par ce qu'elle me dit. Et ensuite, je suis capable de lui poser des questions précises sur le projet, sur les décisions qui ont été prises, pourquoi le processus de réflexion, et comprendre vraiment comment cette personne réfléchit, comment cette personne travaille. Et j'en apprends beaucoup plus sur cette personne comme ça, qu'en posant des questions abstraites et en faisant des petites énigmes débiles. Moi, je me souviens, il y en avait une qui m'avait beaucoup marqué, c'était combien de balles de tennis on peut mettre dans un Airbus 780. Je ne sais pas si ça existe l'Airbus 780, mettons un certain modèle d'Airbus, quoi. Il fallait essayer de deviner, de calculer. C'était censé être une manière de juger si votre processus de réflexion est sain et vous êtes capable de calculer. Mais c'est tellement abstrait et déconnecté de la réalité que je ne sais pas exactement ce que ça vous dit. Versus, bah voilà, explique-moi pourquoi ici tu as décidé de faire ça comme ça plutôt que comme ça. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ça en premier? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser cette fonction plutôt que cette fonction? Et d'un coup, vous allez voir si le processus de réflexion de la personne est sain ou non. La question de combien de temps, je pense que le plus important, c'est de donner une limite de temps. Ce qu'on avait choisi, nous, c'était 48 heures sur les projets. Ça me semblait être le bon compromis entre la personne a le temps de se mettre à fond sur le projet et en même temps, il n'y a pas trop d'inégalité. C'est-à-dire que si vous donnez aux gens 2 semaines pour finir le projet, bah, la personne qui bosse va avoir un gros désavantage par rapport à la personne qui bosse pas et qui peut y passer beaucoup plus de temps. 48 heures, c'est le temps d'un week-end, sachant qu'on laissait aux gens la liberté de la date de départ et donc de la date de fin sur un horizon de 2 semaines. Donc les gens pouvaient choisir et décider quand ils commençaient. Donc ils pouvaient commencer ça le samedi matin et rendre le dimanche soir si ils le souhaitaient. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.